Troisièmement, les sources de la procédure civile. Distinguons ici les sources internes des sources internationales, ou plutôt des sources européennes, ainsi que je m'en expliquerai plus loin. Grand A, les sources internes. Alors on retrouve en la matière les diverses sources du droit qui sont connues dans le droit privé, mais leur importance est assez inégale. Je n'insisterai pas sur les usages, qui sont extrêmement importants en la matière, on parle souvent des usages du palais, mais qui n'ont juridiquement pas force contraignante en eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas, le plus souvent, consacrés par la loi et par les textes, et ils relèvent donc plus des pratiques que de la coutume. Je n'insiste pas non plus sur la fonction d'interprétation de la jurisprudence. Certes, cette fonction se retrouve ici comme ailleurs, et avec la multiplication, la malfaçon fréquente des textes, leur approximation, il est évident que le pouvoir d'interprétation judiciaire a pris une importance décuplée. J'indique en passant que la doctrine a eu en la matière un lustre particulier, à raison de l'association de très grands auteurs aux réformes fondamentales de la procédure civile. Je pense en particulier à l'association du regretté doyen Cornu, de l'éminent Henri Mokulski, qui ont réécrit en bonne partie le code de procédure civile sous les auspices du garde des Sceaux de l'époque, Jean Foyer. Je signalerai enfin que se multiplient aujourd'hui ce que l'on appelle parfois des contrats de procédure, qui sont des espèces de chartes de bon usage, de bonnes pratiques, passées entre les chefs des juridictions, souvent le président du tribunal de grande instance, et les représentants des professions concernées. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort, le président de la chambre départementale des notaires lorsque les notaires sont intéressés, par exemple, dans une procédure de partage judiciaire. Ces chartes visent à défendre, à promouvoir une lecture consensuelle des textes de procédure, visent à favoriser une bonne application de ceux-ci. La difficulté vient de ce que la portée normative de ces chartes est plus que nébuleuse. Ce sont sans doute des obligations déontologiques qui peuvent en résulter, mais probablement pas juridiques. S'agissant maintenant des sources textuelles proprement dites, il convient de relever que la Constitution de 1958 a basculé la matière de la procédure civile dans le domaine réglementaire, la loi n'ayant plus vocation qu'à définir les grands principes de la procédure civile. Le but était de permettre la réforme complète et homogène de la procédure civile qui autrement aurait eu plus de peine à s'imposer, les corporatismes professionnels pouvant freiner les réformes. Effectivement, cela permit en 1975 l'édiction d'un nouveau code de procédure civile, devenu en décembre 2007 Code de procédure civile par l'abrogation définitive de l'ancien code, qui désormais ne contenait plus de dispositions applicables. Je signale en passant que ce code de procédure civile, qui contient l'essentiel des sources normatives de la matière, n'est pas exhaustif pour autant. Certaines règles d'importance figurent en dehors de ce code. Par exemple, les règles de l'aide juridique, et spécifiquement de l'aide juridictionnelle. Par exemple, l'organisation des actions de groupe introduites récemment dans l'ordre normatif français. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce qu'il convient de noter, c'est l'importance considérable prise au cours de ces 30 dernières années environ par les sources dites supra-législatives de la procédure civile. Le phénomène se manifeste en particulier par l'importance exceptionnelle qui est désormais donnée à la Convention européenne des droits de l'homme et en particulier à son article 6, paragraphe 1er, qui pose le principe du droit à un procès équitable devant un juge impartial et dans un délai raisonnable. On a également parlé beaucoup ces dernières années d'une forme de constitutionnalisation de la procédure civile. On veut dire par là que l'organisation de la procédure civile est de plus en plus imprégnée, de plus en plus limitée par des prescriptions de valeur constitutionnelle
et en particulier par les principes qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel. Principes dont on sait l'importance récemment renforcée par l'introduction dans le droit français d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce phénomène de constitutionnalisation de la procédure civile n'est certainement pas inexact, mais il ne doit pas non plus être exagéré, comme parfois certains auteurs me paraissent le faire. Il est bien vrai que la constitutionnalisation du droit privé se manifeste aussi dans notre matière, mais elle n'est pas plus poussée qu'ailleurs. Elle aurait même tendance, me semble-t-il, à l'être moins qu'ailleurs. Et ce pour deux raisons conjuguées. D'abord, en droit français, le contrôle de la constitutionnalité s'exerce traditionnellement a priori, par l'intervention du Conseil constitutionnel. Et même si la réforme constitutionnelle a introduit, comme je viens de le dire, dans notre système, la question prioritaire de constitutionnalité. Cette exception ne permet pas aux juges judiciaires de se prononcer sur une question de constitutionnalité qui ferait difficulté. Lorsqu'une telle question se présente, elle constitue techniquement une question préjudicielle que seul le Conseil constitutionnel est habilité à trancher. Il demeure donc qu'il n'entre pas dans la mission du juge judiciaire de contrôler la bonne application de la loi, de la règle, et spécialement de la règle de procédure civile. Ensuite, c'est la deuxième raison, la matière de la procédure civile relève principalement, on l'a dit, du domaine réglementaire. Or, le contrôle de la constitutionnalité ne porte que sur la loi et non pas sur les règlements. Pour ceci, on le sait, la loi fait écran. C'est le contrôle de la légalité devant le Conseil d'État qui seul peut conduire à annuler les dispositions contraires aux principes et aux principes constitutionnels lorsqu'elles sont d'ordre réglementaire. Et cette illégalité sera constatée par application des principes généraux du droit administratif qui sont plus larges que les principes constitutionnels. Cela explique sans doute que les manifestations de cette constitutionnalisation de la procédure civile se rencontrent en vérité surtout dans le domaine des institutions judiciaires ou des voies d'exécution. Celles qui intéressent à proprement parler la procédure civile étant plus rares, parce qu'elles font largement double emploi avec les principes fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On pense en particulier au droit de la défense, que le Conseil constitutionnel a reconnu. On pense également au droit à une procédure juste et équitable que le Conseil constitutionnel vient de consacrer dans sa décision du 13 mars 2014 relative aux actions de groupe. C'est pourquoi il me semble qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à retirer d'une véritable constitutionnalisation de la procédure civile. Et même les partisans d'un pouvoir judiciaire accru peuvent sans doute se rassurer. Les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sont si larges, si accueillantes, que le juge judiciaire, par l'exercice du contrôle de la conventionnalité, pourra sanctionner les textes qui mériteraient de l'être aussi facilement que s'il appliquait un contrôle de constitutionnalité. Par ce moyen, en vérité, les juges peuvent écarter la norme qui est contraire aux principes qui doivent être garantis. Mais c'est déjà sans doute parler des sources européennes de la matière. Les sources européennes, grand B. On pourrait, c'est vrai, envisager plus généralement les sources internationales. Brevitatis causa, on s'en tiendra aux sources européennes, parce qu'elles sont de très loin les plus importantes. Les sources extra-européennes de la procédure civile sont en vérité d'application à l'heure actuelle assez limitée. On peut citer par exemple le pacte des Nations Unies de 1966 relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 14 consacre le droit à un procès équitable. Mais ce texte ne dispose pas d'un organe de sanction digne de ce nom, de sorte qu'il n'est pas pratiquement sanctionné. On peut encore signaler la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New York,
du 26 janvier 1990, dont plusieurs articles évoquent la possibilité pour un enfant de s'exprimer librement devant un tribunal. Mais l'application directe de cet instrument, qui tend, il est vrai, à s'imposer désormais, ne présente plus guère d'intérêt en droit français, puisque l'article 388.1 du Code civil, issu d'une loi du 8 janvier 1993, reconnaît désormais à l'enfant le droit d'être entendu en justice dans toute procédure le concernant. S'agissant donc des sources européennes, il faut naturellement distinguer ici les deux Europes, l'Europe du Conseil de l'Europe et l'Europe des communautés devenue l'Europe de l'Union européenne. La première est la plus importante à l'heure actuelle. On a déjà dit, en effet, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950, consacre en son article 6, paragraphe 1er, le droit à un procès équitable. Or, cette Convention du Conseil de l'Europe est d'application directe en France, et elle prévaut ainsi, qu'il a déjà été dit, sur la norme interne, en vertu de l'article 55 de la Constitution, qui reconnaît primauté aux conventions internationales sur le droit interne. C'est dire que le juge français peut écarter la disposition légale ou réglementaire interne applicable au litige s'il estime que cette disposition viole le droit à un procès équitable. Et c'est par exemple ce qui a été fait au sujet des causes de récusation des juges et des experts, dont le Code de procédure civile laissait entendre qu'elles étaient limitativement énumérées. Mais surtout, ce qui est assez exceptionnel dans l'ordre international, c'est que cette convention est dotée d'un organe de contrôle qui est chargé de faire respecter les prescriptions de cette convention par les parties signataires. Cet organe, c'est évidemment la Cour européenne des droits de l'homme, qui a son siège à Strasbourg. Cet organe peut être saisi sous certaines conditions, en particulier l'épuisement des voies de recours internes, par les particuliers, lorsqu'ils estiment que les droits fondamentaux qui leur sont reconnus ont été violés par un État signataire de la Convention, à condition que celui-ci ait donné cette compétence à la Cour, ce qui est le cas de la France depuis 1981. En cas de violation avérée d'un droit fondamental reconnu par la Convention européenne, l'État coupable peut alors être condamné à verser à la victime une indemnisation dite satisfaction équitable. Or, ces condamnations pouvant être relativement lourdes et difficilement acceptables au plan politique, cela contraint souvent le législateur national à modifier sa législation pour la mettre en conformité avec l'interprétation de la Convention dégagée par la Cour de Strasbourg. Or, celle-ci, à tort ou à raison, s'estime investie d'une mission d'interprétation créatrice, d'interprétation constructive, qui aboutit à étendre le périmètre, la sphère des garanties reconnues. À quoi s'ajoute qu'après une phase d'hostilité et de réticence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, cette interprétation amplifiante est aujourd'hui relayée par les juridictions internes, au point que la Cour de cassation française, pour retrouver sa place entre la loi, le Conseil constitutionnel et la Cour de Strasbourg, réfléchit aujourd'hui à la possibilité d'entrer dans un contrôle plus appuyé de la conventionnalité, dans une appréciation de la proportionnalité qui n'échapperait plus au contrôle de la Cour de cassation, même si pour autant ce contrôle de la proportionnalité glisse déjà sensiblement vers le fait. Quant à l'Union européenne, l'autre Europe, elle n'est pas en reste. D'une part, elle a aujourd'hui des prétentions de plus en plus nettes à l'uniformisation des procédures suivies devant les différents États membres et à l'instauration de règles de coopération judiciaire entre les États pour faire triompher la libre circulation des produits, des personnes et des services. D'autre part, elle a soumis
la législation européenne aux standards des droits de l'homme, tel qu'il ressort de la Convention européenne des droits de l'homme. D'abord, par sa jurisprudence, par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne. Cette Cour a en effet consacré l'existence de principes généraux du droit communautaire, découlant des traditions constitutionnelles des États membres et consacrés par la Cour européenne des droits de l'homme. Autrement dit, la jurisprudence européenne s'est appropriée certains principes dégagés par la Cour de Strasbourg. D'autre part, a été adoptée une charte des droits fondamentaux, dont l'article 47 consacre le droit à un tribunal équitable dans des termes quasi semblables à ceux de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Une partie importante de la doctrine conclut de ces mouvements de convergence à l'avènement d'un modèle mondial, d'une forme de droit commun supranational du procès. L'interprétation du phénomène prête cependant à discussion, et l'ambiguïté des expressions employées pour le désigner est à cet égard révélatrice. Elle trahit en effet une forme d'idéologie dont on peut se demander si elle est parfaitement raisonnable. En tous les cas, d'une idéologie qui mérite discussion. Il est en effet incontestable que sous l'impulsion des droits de l'homme se développe aujourd'hui un socle fondamental de principes auxquels les législations nationales ne peuvent plus déroger. Une sorte de droit naturel du procès. Cela est incontestable et cela est certainement très heureux dans le principe. Mais sous prétexte de droit de l'homme, on assiste en même temps à une forme de multiplication de règles contraignantes de plus en plus tatillonnes et à vrai dire sans justification incontestable. Le souci étant plus celui d'une uniformisation que d'une recherche de progrès sur le terrain des droits fondamentaux. Cette évolution est discutable, elle peut même être contestée, parce qu'elle vise à uniformiser, sans nécessité manifeste, des procédures dont la diversité peut être comprise comme essentiellement source de richesse. On aurait donc tort de nier le phénomène, mais il n'est pas nécessaire non plus de s'en féliciter. Quoi qu'il en soit, cette question est au programme d'un autre enseignement, celui du droit processuel. On s'en tiendra donc à la procédure civile dans son agencement technique ordonné. Et pour ce faire, nous suivrons le plan qui a été annoncé, nous étudierons en titre premier l'accès au juge compétent. Dans un titre deuxième, nous envisagerons l'obtention du jugement. Et dans un titre final et troisième, nous envisagerons les recours contre le jugement.